Bonjour à tous, dernière vidéo sur la métropolisation, un processus mondial différencié. Ce sera pas la fin du cours, mais tout simplement voilà la dernière vidéo prévue puisque le reste se fera en présentiel. Et donc nous avons commencé notre troisième et dernière partie sur la France. Et après l'étude de cas sur Paris, eh bien on va élargir. Maintenant, on va toujours rester sur Paris, mais on va donc développer notre première sous-partie qui est le poids de Paris au travers trois idées. Vous allez voir. Donc ici, je vous mets idée de Paris, enfin idée numéro un, pardon, Paris est une ville mondiale. Donc ça, vous n'avez pas forcément besoin de noter le petit point méthode. Là, c'est juste pour vous aider dans votre prise de notes, dans l'organisation des idées. Quand vous faites une réponse à une question problématisée, vous n'avez pas à mettre idée 1, idée 2, idée 3. Voilà, là c'est juste une facilité pour que ce soit plus clair à travers ce diaporama. Donc ici, notre première idée, comme je viens de le dire, Paris est une ville mondiale. Et là, bah, je vais essentiellement vous renvoyer à la correction de l'étude de cas, puisque l'objectif de l'étude de cas, c'était de montrer que Paris est une ville mondiale, voire même une ville globale. Je vais juste reprendre, par un souci de cohésion, les grandes idées. Donc pourquoi Paris c'est une ville mondiale? Pourquoi Paris a un poids si important en France? Bah tout simplement parce que à Paris, comme on l'avait vu sur cette carte, on a les principales fonctions de commandement. On a les fonctions de commandement politique de la France, on a des fonctions politiques internationales, l'UNESCO, l'OCDE, tout ça. Cette carte-là, elle nous montrait aussi des fonctions économiques très importantes, avec notamment le quartier de la Défense qui abrite les sièges des grandes firmes transnationales françaises, mais aussi le Palais des Congrès, Bercy, et en gros un immense quartier d'affaires qui englobe une bonne partie de l'Ouest parisien. Enfin, dernier point, dernier aspect qui était évoqué dans ce document, bah, c'est le côté de l'attractivité grâce à la culture, grâce à l'éducation et grâce au tourisme, avec toutes ces petites étoiles, tous ces lieux voilà, historiques qui attirent des millions de touristes chaque année, de grandes universités comme le Panthéon-Sorbonne, euh, et au niveau de la culture, bah, beaucoup de musées, etc. Donc, ça, c'était notre premier point. Paris abrite des grandes fonctions de commandement, des fonctions de commandement qui ont un impact dans le monde entier, et donc sur la France. L'autre point qu'on avait abordé ensemble, qui donne le poids de Paris, eh bien c'est quand on élargit. Il n'y a pas que Paris ici, on va parler de la métropole parisienne, et la métropole parisienne, en fait, c'est l'Île-de-France, ou ce qu'on appelle aussi le Grand Paris. Ce Grand Paris, c'est quand même 123 communes qui ont accepté de mettre en commun, de partager plutôt de leur autonomie, tout simplement, pour, euh, pour travailler ensemble pour améliorer l'attractivité de Paris. Ce Grand Paris, ici, il est symbolisé par le polycentrisme, cette fameuse notion de polycentrisme. Il n'y a pas que des fonctions importantes dans Paris. Aujourd'hui, c'est toute l'Île-de-France qui accueille des fonctions de commandement importantes, comme on peut le voir sur cette carte, puisque vous avez le pôle central, le pôle majeur, et puis vous avez ces pôles secondaires dont on a déjà parlé. Vous en avez un peu plus ici, mais on retrouve la Défense, Saint-Denis, Roissy, même Marne-la-Vallée, on n'en a pas beaucoup parlé, tiens, c'est à Disneyland, bien sûr, à Marne-la-Vallée, autour de Orly, du plateau de Saclay, etc. Vous avez donc énormément de pôles secondaires autour de Paris et qui contribuent à donner de l'importance, à encore accentuer le poids de Paris, puisque en fait finalement si on devait faire plus simple, eh bien, Paris continue d'attirer autant, mais Paris finit par saturer, eh bien, c'est l'Île-de-France finalement ici qui va prendre un peu le relais et qui va permettre à Paris de prendre encore plus d'importance en accueillant encore plus de fonctions de commandement, donc en augmentant son poids sur la France et son rayonnement dans le monde. J'espère avoir été assez clair. Le dernier point que je voulais aborder avec vous aussi, et qu'on avait pas forcément beaucoup développé dans l'étude de cas, c'est bien sûr aussi l'accessibilité de Paris, qui est très très importante, qui renforce son poids, puisque à Paris, vous avez deux aéroports majeurs, les deux plus importants de la France, Roissy-Charles de Gaulle au nord-est,
Orly au sud. Sur la carte ici, vous avez aussi celui du Bourget qui est moins important mais qui compte quand même. Cette carte-là, elle est un peu dense, un peu complexe, mais juste ce qu'il faut retenir, c'est que l'accessibilité, ça passe par les aéroports, ça passe aussi par un réseau ferroviaire très développé avec de nombreuses liaisons TGV qui permettent de relier Paris à la France, mais surtout Paris au reste de l'Europe, et beaucoup d'autoroutes. Paris, c'est, on va le revoir un petit peu après, c'est la ville la plus accessible de France et de très très loin. Et donc ça lui donne cette accessibilité, renforce son attractivité mondiale. Une entreprise, elle n'hésite pas à venir s'installer à Paris parce que tout simplement, bah, c'est facile d'y venir. C'est un sacré atout. C'est en tout cas plus facile de venir à Paris que à Flers. Juste à titre de comparaison. Enfin, dernière idée que j'aborde de révision, finalement ici, sur le poids de Paris, bah, c'est les aménagements de Paris. C'est-à-dire que Paris est en perpétuelle amélioration, en quête pour faire face à la concurrence mondiale, eh bien on investit massivement pour toujours rendre Paris plus attractive. Ça passe par deux documents ici hein, qui vont reprendre ça. Le premier, ça va être donc ce fameux Grand Paris Express, euh, qui va permettre de rendre la ville, de relier les centres et les entre eux, les périphéries entre elles. C'est très important tout ça. De l'autre côté, l'autre photo que vous avez vue avec ces Tours Sisters ici, en fait, l'objectif, ben, c'est pareil, c'est d'améliorer la qualité de service euh, à Paris. Et donc voilà, on n'arrête pas de multiplier des aménagements. Et le dernier, celui que j'ai rajouté au milieu, hein, par-dessus, c'est par exemple le projet d'extension de Roissy, toujours pour faciliter l'accès à Paris. Vous avez un nouveau terminal qui est en construction. On réfléchit aussi à des aménagements sur les pistes pour pouvoir augmenter le trafic aérien parce qu'aujourd'hui, bah, Roissy-Charles de Gaulle est saturé. Alors pas en ce moment, à cause du Covid bien sûr, mais de manière générale, quand l'aéroport tourne à plein pot, quand la mondialisation tourne à plein régime, bah, Roissy, on peut plus faire décoller ni atterrir plus d'avions que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, complètement saturé. Et donc, il faut vraiment améliorer tout ça. Et on n'arrête pas d'agrandir. Donc, Paris pourra toujours accueillir plus de monde grâce à ces aéroports qui n'arrêtent pas de s'améliorer. Donc, voilà. Paris, ici, pour résumer, euh, vraiment entreprend de nombreux aménagements dans le but de maintenir son dynamisme et son poids mondial. On arrive je passe très vite dessus, puisqu'en fait tout ça, c'est ce qu'on a vu dans l'étude de cas, c'était vraiment juste pour remettre les choses en place. Des fonctions de commandement donc majeures à l'influence mondiale dans Paris. Voilà. C'est ça qui permet de renforcer le poids, c'est-à-dire que vous avez c'est là notre objectif de notre partie, c'est par rapport au reste de la France. Vous avez une concentration de firmes transnationales à Paris, vous avez une concentration de fonctions politiques qu'aucune ville en France avec laquelle aucune ville en France ne peut rivaliser. Vous avez aussi la capacité d'adaptation aux exigences de la mondialisation, avec notamment ce passage au polycentrisme, ce qui fait que maintenant Paris, on ne parle plus, il y a le poids de Paris, mais en fait on pourrait parler du poids du Grand Paris ou du poids de l'Île-de-France. Finalement, aujourd'hui, ce n'est plus seulement une ville, mais vraiment toute une région qui est lancée dans ce processus de métropolisation, dans cette mondialisation. Et donc, bah, forcément, voilà, ça encore renforce le poids de Paris. Et enfin, bien sûr, les infrastructures de Paris qui relient donc Paris, pardon, je reprends ma phrase, les infrastructures de transport qui relient Paris avec le monde entier. Une nouvelle fois, c'est une offre de transport qui est unique en France, qui est quasiment unique en Europe. Il y a Londres qui peut rivaliser et c'est tout. Bref, on y est, vous voyez, le poids de Paris. Pourquoi Paris occupe autant de place en France? C'est tout simplement parce que Paris, c'est la seule ville mondiale. Il n'y en a pas d'autres en France. En même temps, c'est quelque chose d'exceptionnel puisque les villes mondiales, voire même si on inclut ça comme étant une ville globale, hein, et je vous renvoie à la différence entre les deux, si on considère Paris comme une ville globale, et ben tout simplement, il y en a que quatre à ville globale. Et il y en a une en France. Donc forcément, elle prend un peu toute la place. Un peu comme Londres en Angleterre, on va en parler. Hein. Même si c'est pas aussi fort la différence, le poids de Londres en Angleterre, il est quasiment similaire à celui de Paris en France. Ça étouffe le reste. Après, Tokyo, on va retrouver ce même principe au Japon. Et New York aux États-Unis, bon, c'est un peu différent puisqu'on a côté côte ouest, mais à chaque fois, quand on a une ville globale dans son pays, bah forcément, elle a tendance vraiment à manger un peu la concurrence interne. Donc c'est voilà.
c'est ce qui va expliquer, là c'est l'idée principale, hein, c'est pour ça que je vous ai fait faire l'étude de cas dessus, sur donc sur ce côté de poids de Paris, l'écrasant poids de Paris. Et tout ça, ben, on va le montrer en quelques chiffres, ce poids de Paris vis-à-vis de la France. C'est dans notre idée numéro 2, une notion ici un peu nouvelle. On va parler de macrocéphalie, c'est-à-dire en gros, ben, voilà, la grosse tête, hein, voilà, une trop grosse tête. Pas, c'est-à-dire qu'on a ce serait une sorte de maladie presque, hein, quelque sorte, euh, puisque céphale, c'est la tête, macro, c'est grand. Donc voilà. Donc on a une macrocéphalie en France. Si vous avez du mal avec l'expression, rassurez-vous, on va essayer de la définir ensemble. Donc regardez ce poids de Paris sur la France. Ici, je vous ai pris cette carte, je la trouve extrêmement représentative, puisque vous avez autour des grandes métropoles françaises qui sont sur la carte, vous avez leur zone d'influence. Cette zone d'influence, elle est plus ou moins grande en fonction des villes. Vous voyez là, par exemple, si on regarde pas très très loin de chez nous, on a Rennes en Bretagne, sa zone d'influence est assez faible, mais c'est une métropole. Vous avez Paris, là, Paris, bah, ça englobe quoi, quasiment un tiers du territoire qui est absorbé, dont l'influence, voilà, est directement liée à Paris. En gros, si vous êtes à Caen, si vous êtes à Cherbourg, pour parler de la Normandie, mais aussi si vous êtes à Reims, etc., eh ben, vous êtes absorbé par Paris, vous êtes attiré par Paris. L'influence, voilà, donc c'est difficile quand on habite dans ces régions-là, on est vraiment, oui, c'est ça, c'est l'idée, on est absorbé par l'attractivité parisienne, on va venir y travailler, les activités qu'on va y développer vont être tournées, vont être prévues en échange avec Paris. On continue, voilà, c'était vraiment, je trouve que cette carte, elle est très parlante. Vous voyez, Lyon, c'est la deuxième métropole française. Vous voyez, son influence est quand même bien moindre, hein, son rayon d'influence par rapport à Paris. Ce poids écrasant, ou plutôt que cette carte, qui est quand même finalement juste là pour donner un ordre d'idée, là on a des chiffres précis avec le document que je vous montre, et je vous invite, vous n'êtes pas forcément obligé de tout apprendre dans les chiffres, mais d'en noter quelques-uns. Voilà le poids de l'Île-de-France, donc de notre pays. C'est une région, donc il y en a 13 en France, d'accord, des régions aujourd'hui. Et bien là, cette une seule région, l'Île-de-France, c'est 20%, j'arrondis, 20% de la population française. Donc un sixième, quand on a 13 régions, vous voyez bien qu'il y a de disproportion. Mais alors là, ça devient encore plus impressionnant avec le PIB. 31% de la richesse produite en France est produite en Île-de-France. C'est énorme. 90% des sièges sociaux de banques à Paris. Je retiens vraiment les chiffres qui m'importent, qui m'intéresse, et celui qui m'intéresse le plus ici, c'est les deux derniers, les cadres et les chercheurs. 34% des cadres donc travaillent en Île-de-France. C'est une incroyable surreprésentation. Si vous ambitionnez un travail qui pourrait s'assimiler à un travail de cadre supérieur de chercheur, de ce qui sera le cas, je le souhaite pour beaucoup d'entre vous, eh bien en gros vous aurez une chance sur trois de devoir travailler en Île-de-France parce que votre entreprise sera installée là-bas. C'est incroyable. Je veux dire, sur l'Orne, par exemple, voilà, dans l'Orne, bah, il y a peu de cadres. À titre de comparaison, j'ai pas le pourcentage, c'est vrai, j'aurais pu le chercher, mais si on fait une formation, si on est dans l'Orne et qu'on fait une formation de cadre, il y a très peu de chances qu'on y reste, qu'on trouve ce métier-là. On ira plutôt le chercher en Île-de-France parce qu'en plus, on est dans ce fameux rayon d'attractivité que je vous ai montré avec la carte précédente. Bref, on continue. Ici, je vous montre, vous pourrez faire pause et retenir, lire tranquillement le document qui est ici, mais c'est juste pour vous dire que pour le poids de Paris, cette surreprésentation parisienne, cette macrocéphalie, on peut la calculer avec un indice qu'on appelle l'indice de primauté. L'indice de primauté, en fait, via un calcul, on arrive à faire la différence entre la première ville du pays et la deuxième. Et donc voilà, ça nous donne un indice, et plus on est proche de 1, moins l'écart entre les deux premières villes du pays est grand. Donc bah, par exemple ici, c'est ce que je vous mets, vous allez voir, je vous ai souligné deux passages. En France, l'indice de primauté, il est de 5, c'est-à-dire que l'écart, l'indice choisi donc entre Paris et Lyon est de 5. On s'en fiche un petit peu de comment on arrive à 5, etc. C'est surtout on va comparer.
Là, c'est plus parlant. L'indice de primauté, par exemple, en Allemagne, entre les deux premières métropoles allemandes, eh bien, il est seulement de 1,7. Vous voyez, donc ici, on a un pays qui est beaucoup plus équilibré en Allemagne. Alors que on va aussi l'avoir, on va retrouver des indices de primauté assez faibles en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique. Alors que la France, vraiment, c'est un cas à part hein, dans les pays développés, avec peut-être l'Angleterre qui peut soutenir la comparaison, mais même il est moins développé. Donc Paris, c'est vraiment, et la France, c'est un cas exceptionnel de macrocéphalie d'une ville qui mange complètement la concurrence, qui domine tout le monde. On en arrive à ce petit résumé ici, donc pour expliquer cette macrocéphalie à travers les trois documents que je vous ai montrés. Le premier, c'est important, il y a une concentration de pouvoir et de richesse rares dans les pays développés à Paris. J'ai oublié de rajouter Paris. Donc ici, par rapport aux autres pays développés, le cas de Paris et par sa surreprésentation sur la France est très rare. Paris donc écrase le reste du territoire, on va parler de macrocéphalie. Pour mesurer cette macrocéphalie, on peut utiliser l'indice de primauté, qui est très élevé en France, supérieur à 5 entre Paris et Lyon, alors que, à titre de comparaison, sur un voisin tout à fait comparable, au niveau de développement économique, géographique, démographique, tout ce qu'on veut, l'Allemagne, il est seulement de 1,7. Pour terminer, une troisième idée qui va nous dire, mais comment ça se fait que en France, Paris écrase tout? Eh ben, vous allez voir, en fait, là, on va faire un peu d'histoire, mais en même temps, on fait de l'histoire-géographie, donc c'est tout à fait normal. Je vous montre ici une carte de ce qu'on a fait justement en histoire en début d'année, la carte d'Europe au XVIIIe siècle. Alors voilà, juste avant la Révolution française en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde cette carte? Eh bien, c'est que il y a quand même pas mal de pays qu'on connaît aujourd'hui, bah, qui n'existent pas, qui ne sont pas là sur la carte. L'Italie est fragmentée, l'Allemagne est fragmentée, l'Europe de l'Est ne ressemble absolument pas à l'Europe de l'Est d'aujourd'hui. Et finalement, on va avoir la France, par contre, elle, a des frontières dès le XVIIIe siècle qui sont extrêmement proches de celles qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en fait, et c'est ça qui va expliquer le poids de Paris, c'est que la France est une nation qui est très ancienne, qui a été créée il y a très longtemps. Et comme par hasard, vous voyez, on peut retrouver aussi le Royaume-Uni au-dessus, qui va retrouver aussi cette sorte de macrocéphalie, parce que là aussi, on est sur un État qui s'est formé il y a très longtemps. Et donc forcément, la capitale a toujours été Paris même s'il y a la petite exception Versailles, qui est mentionnée ici, la capitale, donc ça a toujours été Paris. Et donc bah, forcément, tout s'est développé autour de Paris. On retrouve des cas donc similaires avec le Royaume-Uni, on peut peut-être faire un petit parallèle avec la Russie et l'Espagne, sauf que la Russie et l'Espagne ici on les met un peu à part, puisque par exemple dans l'Empire russe, ben, on va avoir un déménagement de la capitale. Avant c'était Saint-Pétersbourg, aujourd'hui c'est Moscou, donc forcément bah, ça a équilibré un petit peu l'importance des deux métropoles, même s'il y a un clair aujourd'hui il y a un clair déséquilibre entre Moscou et le reste du territoire. Et en Espagne, on a un côté plus provincial, c'est-à-dire que les provinces en Espagne, même si un royaume d'Espagne, ont toujours été plus importantes, ce qui fait que ça a donné beaucoup plus de poids aux métropoles régionales, comme aujourd'hui, bah, en fait, vous avez deux majeurs en Espagne, Barcelone d'un côté, Madrid de l'autre. En France, en Angleterre, pas du tout. Ici, tout s'est toujours construit autour d'une ville et qui a été la capitale d'une nation très ancienne. Regardez, ici, ce que je vous montre, c'est une carte encore plus ancienne. Alors désolé pour la qualité, elle n'est pas terrible, mais c'est juste que vous compreniez bien que la France, ici, on est en l'an 1000 et que les frontières du royaume de France bah, sont finalement extrêmement proches encore de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est quasiment le pays dont les frontières sont les plus similaires à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc vraiment la fondation, la formation de la France est très très ancienne et depuis la formation de la France, Paris, ça a toujours été cette ville centrale. Donc forcément, eh bien, tout s'y est concentré depuis plusieurs siècles et forcément, bah, ça donne un poids. Toute la France, depuis plusieurs siècles, s'est construite autour de Paris. La preuve en image, ici, par exemple, je vous donne le réseau ferré de France. Et là, ben, vous voyez bien ce réseau ferré de lignes à grande vitesse. Ben, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il est extrêmement orienté sur Paris.
La France s'est organisée comme ça, les décisions étaient prises à Paris et rayonnaient sur le reste du territoire. Euh, et donc bah forcément, quand on a décidé de créer un réseau ferré en France, et bah, l'objectif ça a été de relier la France à la capitale. C'était comme ça, et c'est tout à fait normal. Alors que par exemple en Allemagne, qui était beaucoup plus morcelée, eh ben, on a tout simplement plus beaucoup de villes qui correspondaient à des capitales de plus petits États, etc., qui se sont développées. Et quand l'Allemagne s'est unifiée, ben, on a relié toutes ces villes entre elles. Et donc, on a un réseau beaucoup plus polycentrique. Ici, on parle de réseau en toile d'araignée pour désigner la France, hein, puisque tout part d'un point central qui est Paris. On peut faire ici la même chose avec le réseau autoroutier français et on retrouve encore ce réseau en toile d'araignée, même si ça a tendance à changer, hein, tout ça on va en reparler un peu plus tard. On a encore clairement ici l'impression que toutes les autoroutes en France finalement finissent par se rejoindre sur Paris, ce fameux réseau en toile d'araignée. Donc ici, on a un vrai côté historique qui explique le poids démesuré de Paris. La France, vous allez voir donc ici, je vous fais le bilan, les causes de cette macrocéphalie. La centralisation de la France est très ancienne. La France est une nation donc, très ancienne justement, qui s'est toujours articulée autour de Paris. Donc voilà, ça c'est quand même le point le plus important. On fait partie des nations les plus vieilles d'Europe, et Paris a toujours été la capitale de ce territoire français. Donc forcément, toutes les activités se sont concentrées dans Paris, et tout a été fait pour relier Paris au reste du territoire. C'est ce que je vous dis, l'organisation du territoire donc a suivi cette domination. On parle aujourd'hui de réseau en toile d'araignée. Et du coup, et c'est la transition vers l'idée qu'on verra ensemble en cours la semaine prochaine, les autres métropoles françaises, du coup, ont bien du mal à exister, à se faire une place, hein. Il y a vraiment cet écart, ce fameux indice de primauté qui est là pour le montrer. Voilà, je m'arrête là. L'objectif, ce n'était pas de faire très très long, puisque voilà, j'ai passé 5 minutes finalement à faire du rappel, donc on se retrouve avec un cours qui fait autour d'un petit quart d'heure, et je pense que c'est largement suffisant pour une première idée. Il nous restera donc à voir dans un grand B les autres métropoles françaises, et enfin, ce qu'on pourrait appeler les conséquences de la métropolisation de la France. Les effets, hein, pour reprendre la partie le grand 3, avec une partie sur comment ça se passe dans les métropoles, et surtout les territoires qui ne sont pas dans les métropoles. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà, ce sera nos derniers axes. Et tout ça, on pourra le voir ensemble en cours la semaine prochaine. Donc tout ça, prenez-le en note. N'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord via École Direct si vous en avez sur cette partie-là. Et de toute façon, on reprendra toutes ces idées-là ensemble en cours la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bon courage et je vous dis à très vite.